Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble toute une série d'objets considérés comme hantés ou maudits. Vous allez voir, il y aura des objets qui sont bien sûr assez connus, d'autres beaucoup moins. J'espère que dans cette vidéo, je réussirai à vous apprendre certaines choses. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, AkanTV. Désolé, j'ai un petit peu la voix cassée. Je réitère l'annonce que j'ai fait dans la dernière vidéo. Vendredi, pour Halloween, il y aura une vidéo très spécial qui va sortir. J'espère que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira. Et maintenant, si vous êtes prêts et bien installés, on est parti pour voir les objets les plus maudits de notre monde. On va d'abord commencer assez rapidement par voir des objets qui sont assez connus. Vous en avez forcément entendu parler parce qu'il y a eu soit un film, soit beaucoup d'articles ou de vidéos. Néanmoins, peut-être que pour certains, ça va être une découverte, donc je vous laisse apprécier. A première vue, Annabelle n'est qu'une simple poupée en chiffon de type Anne Raggedy. Pourtant, elle est aujourd'hui l'un des objets les plus connus et redoutés du monde paranormal. Elle est conservée au musée occulte d'Ed et Lorraine Warren dans le Connecticut, sous verre, derrière un avertissement en lettres rouges « Positively do not open ». Son histoire commence en 1971. Une étudiante infirmière reçoit la poupée en cadeau. Rapidement, elle remarque des phénomènes étranges, des bouts de papier griffonnés au crayon, des déplacements inexpliqués, des sons dans la nuit. Une médium aurait alors révélé que la poupée abritait l'esprit d'une fillette nommée Annabelle Higgins. Mais selon les Warren, il ne s'agissait pas d'une enfant, mais d'une entité démoniaque, utilisant cette histoire pour se faire accepter. Après plusieurs attaques violentes, les enquêteurs décident de placer la poupée dans leur musée, considérant qu'elle est possession démoniaque confirmée. Un prêtre qui s'en était moqué aurait percuté un arbre sur le chemin du retour, juste après avoir quitté les lieux. Les sceptiques affirment que tout cela n'est qu'une mise en scène, mais les visiteurs parlent souvent d'un malaise profond, de nausées ou d'appareils électroniques qui cessent de fonctionner à proximité. Qu'elle soit simple légende ou porte d'un autre monde, Annabelle est devenue un symbole, celui du mal qui se cache derrière un visage innocent. Avant Annabelle, il y avait Robert. Cette poupée de tissu fut offerte en 1904 à un jeune garçon de Key West, en Floride, Robert Eugène Otto. Son grand-père la lui rapporta d'Allemagne, fabriquée par la célèbre marque Steiff. Le garçon, fasciné, lui donna son propre prénom et lui confectionna un petit uniforme de marin. Très vite, les domestiques commencèrent à entendre deux voix dans la chambre de l'enfant. L'une d'entre elles, plus grave, n'appartenait pas à un enfant. On rapporta que la poupée changeait de position, rayait la nuit, et que des objets étaient renversés sans raison. Eugène accusait toujours Robert. C'est lui, pas moi. Les années passèrent, mais la poupée resta dans la maison familiale. Quand Eugène mourut en 1974, la demeure fut revendue. La nouvelle propriétaire, Myrtle Reuter, affirma que Robert continuait à bouger seul et à rire. Aujourd'hui, il repose au Fort East Martello Museum, dans une vitrine sécurisée. Mais attention, les visiteurs doivent demander poliment la permission avant de le photographier. Ceux qui ne le font pas rapportent accident, panne ou maladie, suivi de lettres d'excuses adressées à Robert la poupée. Certains disent qu'elle contient des cheveux humains, d'autres pensent qu'elle aurait absorbé l'énergie psychique de son premier propriétaire. Quoi qu'il en soit, Robert reste une présence dérangeante au regard fixe dont le silence semble presque conscient. C'est une vieille caisse à vin en bois. Mais selon la légende, elle contiendrait un esprit ancien, un Dybbuk, âme maudite du folklore juif. Et tout commence quand un antiquaire de Portland, Kevin Manis, la met en vente sur eBay avec une histoire à glacer le sang. Il raconte qu'elle provenait d'une survivante de l'Holocauste qu'il avait utilisée pour emprisonner un esprit malfaisant. Chaque propriétaire suivant aurait subi cauchemars, maladies, hallucinations et pertes financières. L'odeur d'ammoniac, des objets brisés, des ombres mouvantes autour du meuble, tout semblait pointer vers une malédiction.
En réalité, Mannis avouera plus tard avoir inventé le mythe comme un projet narratif, mais le récit lui échappa. L'histoire devint virale, les acheteurs se succédèrent, et la boîte finit au musée de Zak Bagan à Las Vegas. Même le chanteur Post Malone aurait connu une série d'accidents après l'avoir touché. Canular ou non, la boîte a inspiré des films comme The Possession et des dizaines de podcasts, et depuis personne n'a osé l'ouvrir à nouveau. « 45,52 carats d'un bleu profond, presque surnaturel. Le diamant Hope est aussi fascinant qu'on dit qu'il est maudit. Découvert en Inde au XVIIe siècle, il aurait été arraché à une statue sacrée. Le marchand français Jean-Baptiste Tavernier, premier propriétaire connu, serait mort d'une étrange fièvre peu après. Vendu ensuite à Louis XIV, le joyau devint le bleu de France. Le roi mourut de gangrène, son arrière-petit-fils Louis XVI et Marie-Antoinette finirent, eux, guillotinés. Et on dit que la malédiction du diamant les avait poursuivis. Volé pendant la Révolution, le diamant réapparut plus tard, rebaptisé le diamant Hope. Ses propriétaires successifs, banquiers, joailliers, héritières, connurent ruine ou mort brutale et tragique. Même ceux qui le manipulaient brièvement évoquèrent une étrange sensation, comme si le bijou regardait celui qui l'observait. Aujourd'hui exposé au Smithsonian Institute, il attire toujours des milliers de visiteurs. Officiellement, plus personne n'a été victime du joyau, mais son éclat rouge phosphorescent dans l'obscurité continue de nourrir les suspicions. Après tout, certains trésors demandent un prix que l'or ne peut pas payer. Dans les années 1980, une étrange rumeur secoua le Royaume-Uni. Un simple tableau représentant un petit garçon en pleurs semblait déclencher des incendies. Peinte dans les années 1950 par l'artiste italien Giovanni Bragolin, cette œuvre fut produite en masse. Des milliers de foyers britanniques l'accrochèrent à leurs murs. Puis, les pompiers remarquèrent un détail troublant. Dans les ruines calcinées de plusieurs maisons, le tableau restait intact. Certains parlèrent d'un vernis ignifugé, d'autres d'une malédiction. Les tabloïds racontèrent que l'enfant représenté était un orphelin mort dans un incendie et que son âme s'était réfugiée dans la toile. Le mythe prit une telle ampleur que des habitants organisèrent un gigantesque autodafé collectif, brûlant les reproductions de l'enfant qui pleure par centaines. Des chercheurs ont depuis démontré que le vernis du tableau contenait en effet un retardateur de flamme. Mais la peur, elle, n'a jamais disparu. Encore aujourd'hui, certaines familles refusent de posséder une copie. On dit qu'il pleure toujours, mais pas pour les mêmes raisons. Peggy, c'est une autre poupée, mais d'un tout autre genre. On dit qu'il suffit de la regarder trop longtemps pour en ressentir les effets. La chercheuse britannique Jane Harris l'a reçue d'une femme persuadée qu'elle provoquait des crises d'angoisse et même des infarctus. Rapidement, les témoignages s'accumulèrent. Migraines, vertiges, douleurs thoraciques, simples photos qui rendaient malades ceux qui les regardaient. Certains assurèrent qu'ils l'avaient vue cligner des yeux, même sur vidéo. Conservée aujourd'hui au musée de Zak Bagan, Peggy serait habitée par l'esprit d'une femme au tempérament agressif. Les visiteurs ressentent des courants d'air glacial, des lumières qui vacillent, des malaises subis. Sceptiques et croyants s'accordent au moins sur une chose, Peggy dérange profondément. Qu'elle soit hantée ou simplement chargée, elle rappelle que certaines présences ne demandent pas d'invitation pour s'imposer. À Saint-Francisville, en Louisiane, se trouve l'une des maisons les plus hantées des États-Unis, la Myrtle's Plantation. Parmi tous ces objets, un seul attire toutes les attentions, un miroir ancien. Selon la légende, il aurait emprisonné les âmes de Sarah Woodruff et de ses deux enfants, morts empoisonnés au XIXe siècle. Les domestiques auraient oublié de couvrir le miroir après leur décès, permettant à leur esprit d'y rester piégé. Depuis, des traces de mains apparaissent sur la surface du verre, impossible à nettoyer. Des visiteurs disent y voir des visages ou des silhouettes qui ne sont pas les leurs. La maison elle-même regorge d'histoires de meurtres et de fantômes, mais ce miroir reste l'objet le plus actif. Les employés évitent de le nettoyer et ceux qui s'en approchent repartent souvent avec le sentiment qu'on les a observés depuis l'autre côté du reflet.
On va voir maintenant des objets qui appartiennent à une toute autre catégorie. Ils ne viennent pas de musées occultes ou de collections modernes, mais des profondeurs de l'histoire. Ils viennent de temps où le sacré et le maudit se confondaient, et leur pouvoir tient autant à leur ancienneté qu'à l'aura de mort qu'ils transportent depuis des siècles. Selon la légende, ce vase en argent fut offert à une jeune mariée italienne au XVe siècle. Mais la nuit même de son mariage, la jeune femme fut retrouvée morte, serrant le vase contre elle. Certains dirent qu'elle avait été assassinée, d'autres qu'elle avait succombé à une malédiction. Le vase passa de génération en génération, et à chaque fois, son propriétaire mourait brutalement. Ruiné, assassiné, frappé par la maladie, aucun ne conserva l'objet bien longtemps. Terrorisé, la famille finit par l'enfermer avec une note glissée à l'intérieur. Attention, ce vase apporte la mort. Des siècles plus tard, en 1988, le vase refit surface lors d'une vente aux enchères à Naples. Le message d'avertissement avait disparu. L'acheteur, un pharmacien, mourut 3 mois plus tard. Puis, un chirurgien, un archéologue et enfin un dernier collectionneur connurent le même sort. Effrayés, les autorités italiennes décidèrent d'enfouir le vase dans un lieu inconnu. Certains affirment que le Vatican aurait récupéré l'objet, d'autres disent qu'il repose encore quelque part sous la terre italienne, attendant le prochain malheureux qui le réveillera. Découverte en 1878 à Lem, sur l'île de Chypre, cette petite statue de calcaire, haute d'à peine 40 cm, semble inoffensive. Pourtant, ceux qui l'ont possédée ont tous connu le même destin, la mort. Son premier propriétaire, Lord Elfon, vit les 7 membres de sa famille mourir en 6 ans. Le second, Ivor Manuki, perdit toute sa lignée en 4 ans. Le troisième, Lord Thompson Noel, subit le même sort. Puis vint Sir Alan Beaverbrook. Sa femme et ses 2 filles succombèrent peu après avoir ramené la statue à la maison. Effrayé, il fit don de la figurine au musée royal d'Écosse. Mais le conservateur qui la manipula mourut à son tour peu de temps après. Depuis, la statue repose, enfermée dans une vitrine hermétique. Personne n'a osé y toucher depuis. On l'appelle la déesse de la mort. Son visage centré, à peine humain, semble observer ce qui s'en approche. Et selon certains visiteurs, son ombre change légèrement d'angle à mesure qu'on la regarde. Sous les terres de Xi'an, en Chine, repose l'un des plus grands mystères archéologiques du monde, l'armée de terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang, le premier unificateur de la Chine. Des milliers de statues grandeur nature, chacune au visage différent, enterrées pour protéger leur empereur dans l'au-delà. Mais cette armée colossale n'aurait jamais dû être découverte. Selon la légende, l'empereur fit enterrer vivants les artisans et ouvriers qui avaient participé à la construction afin que le secret du tombeau reste inviolé. Des centaines de squelettes ont d'ailleurs été retrouvés autour des fosses. En 1974, des paysans creusant un puits découvrirent par hasard la tête d'un de ces soldats. L'un d'eux, Yang Zifa, raconta plus tard qu'il avait d'abord retrouvé une statue de temple et qu'il avait brisé la tête à coups de marteau, effrayé à l'idée de déranger un dieu. Depuis, plusieurs habitants affirment que cette découverte a porté malheur au village. Maladie, incendie, faillite. Beaucoup pensent que l'armée est protégée par une malédiction impériale et que ce qui la dérange réveille l'âme de Qin Shi Huang lui-même. Les archéologues refusent encore d'ouvrir le tombeau central par crainte de détruire son contenu ou de briser un équilibre qu'ils ne comprennent pas. À Londres, au cœur du British Museum, se cache un artefact que les guides évitent de mentionner. Une planche funéraire égyptienne, peinte et dorée, appelée à tort la momie infortunée. Ce n'est pas un corps, mais le couvercle intérieur d'un sarcophage datant du 9e siècle avant notre ère. Il représente une femme de haut rang, peut-être une prêtresse d'Amon-Rê, mais nul ne connaît son nom. Il a été effacé de la planche, comme si quelqu'un avait voulu l'effacer de l'histoire. Dès son arrivée à Londres, les rumeurs ont commencé. Des accidents mortels, des maladies soudaines et même le naufrage du Titanic que certains ont lié à son transport supposé vers les États-Unis. Bien sûr, les historiens réfutent ces histoires, mais les visiteurs disent ressentir un froid glacial en la regardant et les photographies de sa vitrine présentent souvent d'étranges reflets comme des silhouettes derrière le verre.
Sir Wallis Budge, célèbre égyptologue, écrivit en 1934 « Cette planche attire la peur, la superstition et la mort. Et pourtant, personne ne peut s'en détourner. » En Irlande, au sommet du château de Blarney, se trouve un bloc de calcaire gris, la pierre de Blarney. Selon la légende, celui qui l'embrasse reçoit le don d'éloquence, le pouvoir de convaincre sans offenser. Mais ce rituel, aussi célèbre soit-il, n'est pas sans risque. Pendant des siècles, les visiteurs devaient se pencher dans le vide, retenus par les chevilles pour effleurer la pierre du bout des lèvres. Certains y ont laissé la vie et d'autres affirment qu'ils ont vu des visages apparaître dans la roche juste avant d'y poser leurs lèvres. La légende raconte que la déesse Cliodna aurait béni la pierre après qu'un noble irlandais l'ait sauvée de la noyade. Mais d'autres pensent que c'est un morceau du Stone of Scone, utilisé pour couronner les rois d'Écosse et qu'il fut volé. Les géologues, eux, ont prouvé que la pierre vient bien de la région. Mais les anciens disent encore, elle ment cette pierre, elle dit seulement ce que vous voulez entendre. Maintenant, on quitte les musées et les tombeaux pour entrer dans une ère qui est plus proche de la nôtre, avec des objets apparus au XXe siècle ou parfois simplement redécouverts grâce à Internet. Des peintures, des poupées ou même des meurtres banals, mais qui laissent derrière eux un sillage de peur. Une toile qui semble hurler, littéralement. Cette peinture, connue sous le nom de The Unleashed Man, a été héritée par un Britannique nommé Sean Robinson. Elle représente un visage humain tordu de douleur, criant dans un vide rougeâtre. Selon la grand-mère de Robinson, l'artiste qui l'avait peinte y aurait mélangé son propre sang avant de se donner la mort. Effrayée, elle avait enfermé le tableau au grenier pendant 25 ans. Dès qu'elle l'avait accroché, elle voyait apparaître dans sa maison une silhouette sombre d'homme, debout dans les coins, et entendait des pleurs au cœur de la nuit. Après la mort de sa grand-mère, Sean Robinson ramena la toile chez lui. Les phénomènes reprirent, bruit de pas, voix, ombre mouvante, et cette sensation constante d'être observé. Un soir, sa femme se réveilla et vit une silhouette allongée à ses côtés. Terrorisée, elle exigea que le tableau soit déplacé. Robinson le rangea au sous-sol, mais celui-ci fut inondé quelques jours plus tard, forçant la famille à le ramener dans la maison. Les activités redoublèrent. Robinson installa alors des caméras pour filmer la nuit, et sur les images, on distingue des objets se déplacer, des lueurs apparaître autour de la toile et des bruits sourds comme des coups venus de nulle part. Deux enquêteurs britanniques, John Blackburn et Ian Lohman, demandèrent à l'emprunter pour l'étudier. Ils l'amenèrent à Shillingham Castle, l'un des lieux les plus hantés d'Angleterre. Durant une séance de spiritisme, la température chuta brutalement, un banc massif fut renversé et une forme noire apparut au centre du cercle. Les témoins dirent que c'était comme si le tableau refusait qu'on parle à sa place. Depuis, la toile est enfermée à nouveau. Robinson la garde sous clé, mais affirme que, même enfermée, elle fait du bruit. En 2000, une étrange œuvre d'art mit Internet en émoi. Un tableau intitulé The Heads Resist Him, vendu sur eBay avec une description inquiétante. Les personnages se déplacent la nuit, parfois ils quittent la toile. L'œuvre, peinte en 1972 par l'artiste Bill Stoneham, représente un petit garçon et une poupée sans vie devant une porte vitrée. Derrière eux, des dizaines de mains semblent frapper contre la vitre comme si elles tentaient de sortir. L'artiste expliqua plus tard que le garçon représentait sa propre enfance, la poupée un guide vers le monde des rêves et les mains les possibilités de vie qu'il n'aurait jamais vécues. Mais les acheteurs, eux, virent autre chose. Celui qui mit la toile en vente disait que les personnages bougeaient pendant la nuit, que la poupée pointait une arme vers l'enfant et que leurs animaux fuyaient la pièce. Des photos jointes à l'annonce semblaient montrer des changements subtils dans le tableau. L'annonce se termina sur une phrase glaçante. « Nous déclinons toute responsabilité si vous achetez ce tableau. » Le mythe explosa. La peinture surnommée la toile d'eBay devint virale, étudiée par des forums, reprise dans des émissions télé. L'artiste, surpris, confirma qu'il ne s'agissait jamais d'une œuvre maudite, mais reconnut que tous les premiers propriétaires du tableau étaient morts peu après l'avoir possédé. Aujourd'hui, ce tableau est gardé dans une galerie privée, et son auteur, toujours vivant, dit que même lui, il ne la garde jamais longtemps au mur.
Petite poupée en porcelaine fabriquée en 1884 par Heinrich Handwerk, Amanda a refait surface sur eBay en 2003. Depuis, elle passe de maison en maison, toujours pour les mêmes raisons. Personne ne veut la garder. Ses premiers propriétaires affirmaient l'avoir vue bouger seule, apparaître dans d'autres pièces ou tomber de son étagère sans qu'on la touche. À chaque revente, les descriptions étaient similaires. Amanda bouge la nuit. Elle n'aime pas être seule. Elle apporte la malchance à ceux qu'elle déteste. Mais selon la même légende, elle épargne ceux qu'elle apprécie. Elle ne leur fait aucun mal tant qu'ils la respectent. Elle est aujourd'hui conservée à Atlanta chez un enquêteur paranormal dans une vitrine scellée. Les visiteurs disent sentir un léger courant d'air autour d'elle, comme si elle respirait encore. Avant qu'eBay ne devienne un repère d'objets hantés, il y a eu Harold. Mise en vente en 2003, cette poupée fut la première du genre à devenir célèbre sur Internet. Son vendeur affirmait qu'elle chuchotait la nuit, provoquait des maladies et que son visage vieillissait au fil du temps. L'objet fut acheté par un chercheur du paranormal qui commença à la filmer. Sur les vidéos, des mouvements imperceptibles, des voix enregistrées en EVP, des chutes de température soudaines. Plusieurs personnes ayant manipulé Harold auraient été hospitalisées. Certaines pour des raisons inconnues. Et ce qui rend ce Harold encore plus inquiétant, c'est qu'il ne ressemble pas à une poupée effrayante. Il est banal, presque enfantin. Mais ceux qui le voient de près parlent d'une lourde oppression, d'un sentiment de dégoût inexplicable. Un médium déclara un jour qu'il contenait plusieurs esprits, dont un profondément malveillant. Harold est aujourd'hui enfermé dans une caisse isolée sous surveillance constante. Et même ceux qui ne croient pas aux esprits refusent d'approcher trop près. Découverte sous une maison abandonnée à Wagga Wagga en Australie, cette poupée de bois vieille de plus de 2 siècles est devenue célèbre sous le nom de Let Me Out, laisse-moi sortir. Son propriétaire actuel, Kerry Walton, affirme qu'elle se déplace seule la nuit. Les chiens aboient, les objets changent de place et des traces de pas apparaissent dans la poussière. Cette poupée est faite de bois sculpté, mais avec de véritables cheveux humains. Certains médiums pensent qu'elle est possédée par l'esprit d'un enfant rome décédé, d'autres par un garçon noyé. Chaque fois qu'on la transporte, son poids semble changer, comme si elle résistait. Kerry Walton l'a présentée à la télévision australienne et sur Internet. Et à chaque apparition, les caméras subissent des interférences. Et plusieurs spectateurs affirment avoir vu ses yeux bouger. Walton n'a jamais voulu s'en séparer, disant « Elle fait partie de ma vie maintenant. Elle me fait peur, mais je crois qu'elle a choisi de rester avec moi. » Dans l'hôtel Driskill, à Austin, au Texas, un tableau attire les regards et les cauchemars. Il représente une fillette aux yeux tristes tenant un bouquet de fleurs, Samantha Houston, morte en 1887 après une chute dans l'escalier de l'hôtel. Son père, un sénateur texan, fit peindre son portrait pour honorer sa mémoire. Mais peu après, les visiteurs dirent que son esprit s'était glissé dans la toile. Certains affirment que son expression change, parfois souriante, parfois déformée par la douleur. Des femmes disent se sentir nauséeuses ou aspirées par le tableau. On entendrait encore ces rires d'enfants dans le couloir adjacent et les poignées de porte tremblent la nuit. Les employés appellent la pièce à côté du portrait la suite de la rose jaune. Et quand on leur demande pourquoi, ils répondent simplement parce que c'est ici qu'elle se met toujours à jouer. Certains artefacts ne tirent pas leur pouvoir d'une malédiction antique ou d'un esprit étranger, mais parfois il vient du désespoir lui-même. La haine, le chagrin et la vengeance sont parfois les plus puissants carburants du surnaturel. Ici, les objets portent les traces de ceux qui ont trop aimé, trop souffert ou trop haï. Dans les vitrines du musée du manoir Baker, en Pennsylvanie, se trouve une robe de mariée d'époque victorienne. Blanche, élégante, immobile. Et pourtant, certains jours, elle semble bouger doucement, comme si elle dansait dans le vent. Elle appartenait à Anna Baker, fille du riche industriel Elias Baker. Anna était tombée amoureuse d'un jeune ouvrier, un homme sans fortune. Mais son père, obsédé par les apparences et la hiérarchie sociale, chassa le prétendant
hors de la ville. Brisée, Anna ne se remit jamais de cette perte. Elle conserva la robe qu'elle avait choisie pour le mariage qu'elle n'eut jamais et vécut recluse jusqu'à sa mort en 1914. Après sa disparition, la maison familiale devint un musée. Les visiteurs rapportèrent avoir vu l'ombre d'une femme près de la robe, parfois dansant seule au clair de lune. Le personnel évoque des coups sourds sur le plancher, des cannes qui frappent le sol et le tintement d'une boîte à musique qui se met à jouer toute seule. Parfois, la température chute soudainement dans le salon où la robe est exposée. On dit qu'Anna n'a jamais quitté sa maison et qu'elle attend encore celui qu'elle aimait, prisonnière d'un tissu qui ne fut jamais porté. Bien avant le cri, Edvard Munch peignit une œuvre plus intime et plus obsédante encore, la mère morte et son enfant. On y voit une fillette, main sur les oreilles, fixant le spectateur avec un regard d'effroi, tandis qu'à l'arrière-plan repose le corps sans vie de sa mère. Cette scène n'était pas une invention. Munch perdit sa mère à l'âge de 5 ans, puis sa sœur à 13, toutes deux emportées par la tuberculose. Ce tableau, disait-il, n'était pas une peinture, mais un souvenir qui saigne. Depuis son exposition, plusieurs témoins ont dit ressentir une présence face à l'œuvre, une oppression, une tristesse inexpliquée. Certains prétendent que les yeux de la fillette semblent bouger, qu'elle paraît vouloir parler, hurler ou sortir du cadre. Dans les musées, les gardiens évitent de passer trop de temps devant elle. Ce n'est peut-être pas un objet maudit, mais c'est sans doute l'un des rares tableaux capables de pleurer avec ceux qui le regardent. Dans le Kentucky, une vieille commode d'acajou trône dans le manoir de la famille Coulet. Magnifique, mais chargée d'un lourd secret. Au XIXe siècle, Jacob Coulet, riche planteur et homme brutal, ordonna à un esclave nommé Osea de fabriquer un coffre pour son futur enfant. Osea s'exécuta avec soin, créant un meuble d'une beauté rare. Mais Coulet, mécontent, entra dans une rage folle et le battit à mort. Les autres esclaves, dévastés, décidèrent de se venger. Ils firent appel à un conjuré, un sorcier capable d'invoquer les esprits. Le rituel eut lieu en secret. Du sang de hibou fut versé à l'intérieur du coffre, accompagné d'une incantation. La malédiction était simple, toute la lignée Coulet souffrirait tant que le coffre existerait. Peu après, le premier-né de Jacob mourut en bas âge. Puis, un autre fils fut assassiné. Une fille abandonnée, un petit-fils mort dans un accident étrange. Chaque fois qu'un membre de la famille utilisait le coffre, un drame suivait. Finalement, les Coulet le firent enfermer dans une grange, puis exposer dans un musée. On raconte que, lorsque quelqu'un y dépose un objet, il entend un léger coup venant de l'intérieur, comme un cœur qui bat encore. Au XVIIIe siècle, dans le Yorkshire, un criminel nommé Thomas Busby fut condamné à mort pour avoir assassiné son beau-père. Leur querelle aurait éclaté à cause d'une simple chaise. Busby possédait une taverne près de Sursk. Un soir, ivre, il trouva son beau-père assis dans sa chaise préférée. Fou de rage, il le tua à coups de marteau. Arrêté, il fut pendu en 1702. Mais avant son exécution, il jura que quiconque s'assiérait dans sa chaise mourrait. Les années suivantes semblèrent confirmer la menace. Soldats morts au front après s'y être assis, chauffeurs accidentés, visiteurs frappés par le sort. La liste dépassa la 60aine de victimes présumées. La peur fut telle que le propriétaire du pub finit par donner la chaise au musée de Sursk où elle fut suspendue à plus de 2 mètres du sol pour que personne ne puisse s'y asseoir. Aujourd'hui encore, les guides s'en approchent avec prudence. Et les sceptiques, qui s'en moquent, ressortent souvent du musée avec un malaise étrange, comme si quelque chose les suivait du regard. À Philadelphie, le somptueux manoir Belroy fut construit en 1911. Derrière ses 32 pièces et son immense jardin se cacherait une présence nommée Amanda. Les premiers propriétaires affirmaient entendre des coups, voir des brumes rouges et sentir une force les attirer vers une pièce précise, la pièce bleue. Au centre de cette pièce se trouve une vieille chaise bleue recouverte de velours surnommée la chaise d'Amanda. Selon la légende, Amanda serait l'esprit d'une femme morte dans la maison, attirant quiconque ose s'asseoir.
4 personnes y auraient perdu la vie après s'y être reposées seulement quelques minutes. Le plus inquiétant, c'est que la chaise aurait appartenu à Napoléon Bonaparte, un objet de pouvoir et d'orgueil devenu le trône d'une âme en colère. Les visiteurs parlent d'une silhouette féminine rougeâtre qui apparaît derrière eux, d'une voix qui murmure « Assis-toi ». Mais ceux qui l'ont fait jurent avoir senti des mains glacées se refermer sur leurs épaules. Fabriqué en Angleterre au XVIe siècle par un artisan nommé Jonas Fosbrook, ce lit gigantesque pouvait accueillir 8 personnes à la fois. Pesant plus de 600 kg, il devint une attraction des auberges locales. Les voyageurs se vantaient d'y avoir dormi et les écrivains comme Shakespeare le mentionnèrent dans leurs pièces. Mais au fil des siècles, une rumeur se répandit. Le fantôme du menuisier hanterait le lit. Un esprit pointilleux qui détestait voir des gens indignes y dormir. Certains disaient que le fantôme pinçait ou griffait les couples qui s'y allongeaient. Et une légende raconte qu'un groupe de bouchers tenta un pari absurde. 26 personnes dans le lit. Au matin, plusieurs se plaignirent de brûlures et de marques sur la peau. D'autres jurèrent avoir senti quelqu'un marcher sur eux pendant la nuit. Aujourd'hui conservé au Victoria et Albert Museum de Londres, le lit n'a plus d'occupants. Mais les gardiens disent que, certains soirs, les draps se froissent tout seuls, comme si quelqu'un s'y retournait encore. Mesdames et messieurs, on en a fini pour les histoires de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel objet vous avez découvert au fur et à mesure de la vidéo. Ce sera vraiment très intéressant pour moi de voir quelles connaissances, entre guillemets, j'ai pu vous apporter. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez-moi aussi sur Instagram pour voir des petites actualités, parfois des petites surprises. J'ai déjà teasé un petit peu la vidéo Halloween là-bas, donc vraiment, allez y faire un tour pour ne rien louper. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!